Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la recyclerie. Vous êtes ici dans un tiers-lieu dédié à l'éco-responsabilité, tiers-lieu fondé en 2014, réhabilité en 2014 parce qu'en fait ici c'est une ancienne gare. Voilà, comme vous pouvez le voir. Le long des quais, vous avez une ferme urbaine avec un potager. Je ne sais pas si on peut bien voir là de nuit, mais c'est sympa de visiter un petit peu les alentours. Vous avez un centre de tri derrière vous. Ici, vous êtes dans l'espace principal, café, cantine et espace pour boire un verre à la fin du débat aussi. Ça peut être intéressant. Et pour finir, on a l'atelier sur ma gauche qui permet aux personnes adhérentes de l'association de pouvoir réparer des objets ici. Et au-delà de tous ces lieux, comme ça se déroule ce soir, on a des conversations, des débats, des conférences, parfois des rencontres avec des auteurs. Il y avait Rob Hopkins cette semaine à la recyclerie, la semaine passée plutôt. Et on a des ateliers en plus petits groupes, donc vous pouvez avoir toutes ces informations sur le site de la recyclerie ou bien sur la newsletter aussi de la recyclerie. Et ce soir, le débat est filmé, donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube aussi, où on a un aperçu de certains débats qui ont eu lieu ici. Alors ce soir, on va parler de vrac avec vous. Donc merci à nouveau d'être là pour participer à ce débat. Le vrac, c'est un mode de distribution qui a été oublié avec l'industrialisation du marché alimentaire, mais qui connaît aujourd'hui un renouveau qui répond aux motivations à la fois économiques et écologiques des consommateurs ou des consommateurs, même on pourrait dire, en recherche de sens de plus en plus. Donc comment changer notre rapport à la consommation de produits alimentaires ? Comment développer le vrac en lien avec la philosophie du mouvement zéro déchet ? Voilà les grandes questions auxquelles on va réfléchir ce soir et qui nous animeront avec nos 3 intervenants et intervenantes. Bienvenue Célia Renesson. Vous êtes directrice générale de Réseau Vrac. Oui. Bonsoir. Bonsoir Fanny Wismara, vous êtes représentante de Plastique Attaque France. Et bienvenue Didier Henretta, vous êtes fondateur de Day by Day. Alors pour y voir plus clair ce soir, on va articuler ce débat en 2 grandes parties, comme c'est indiqué sur la diapositive. On va d'abord réfléchir au concept du vrac et à sa logique anti-gaspillage. Et dans une deuxième grande partie, dans un deuxième tour de parole, on va réfléchir à comment développer le marché du vrac en France. La grande question qui anime nos intervenants de ce soir. Et pour finir, bien sûr, on laissera une bonne demi-heure des questions-réponses avec vous. On espère que vous allez apporter aussi vos idées ce soir. Donc Célia Renesson, c'est quoi le vrac pour vous ? Bonsoir. Alors le vrac, pour moi, c'est avant tout une manière de consommer durable et responsable qui permet de choisir ses produits en quantité désirée avec des emballages réutilisables. C'est précis. C'est quoi les avantages du vrac pour le consommateur ? Ils sont nombreux. On va essayer de peut-être pas tous les donner et de s'en garder un peu sous le pied pour la suite. Mais ils sont de l'ordre de 4 niveaux. Le premier, c'est écologique, économique, santé et humain. Est-ce que vous pouvez revenir en détail sur ces 4 piliers du vrac ? Oui, alors le premier avantage qui est écologique, c'est que le vrac permet de moins gaspiller de produits alimentaires, non alimentaires, puisqu'on choisit les quantités désirées, uniquement celles dont on a besoin et pas plus. Permet également de réduire les déchets d'emballages jetables si on fait ses courses avec des emballages réutilisables. Donc ça, c'est le pilier écologique. Le pilier économique, c'est qu'en maîtrisant les quantités qu'on achète, on maîtrise mieux son budget. Donc on réalise des économies.
et qu'en général, à produits comparables, donc on parle bien de produits comparables, le vrac est entre 5 et 40% moins cher. Donc, intrinsèquement, quand on va acheter du vrac en quantité similaire avec un produit emballé, il va être moins cher, en général. Oui, pour le même produit. Pour le même produit. C'est-à-dire qu'il faut véritablement comparer un riz basmati bio de la provenance de Thaïlande avec un autre riz basmati bio de provenance de Thaïlande préemballé. Pourquoi de Thaïlande? Je parlais de l'origine du pays, puisqu'il faut comparer ce qui est comparable. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une dimension locale qu'on pourrait imbriquer avec cette dimension du vrac, qui pourrait lui donner une philosophie d'autant plus forte? Si aujourd'hui c'est ce que les consommateurs recherchent et ce que les vendeurs vendent, ce sont des produits de qualité, produits principalement localement, quand cela est possible, favorisant le bio, la biodynamie, la saisonnalité. Le vrac, en fait, si on s'attache à la définition littérale, c'est uniquement le fait de pouvoir acheter au poids. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, puisqu'on a juste parlé de la manière dont on achète le produit. Or, ce dont on s'aperçoit et ce que notre association promeut, c'est une définition qui va au-delà de la définition de base, mais qui comprend bien tout l'acte d'achat. C'est-à-dire que le vrac, acheter en vrac, consommer en vrac, c'est pouvoir consommer des produits de qualité. On va véritablement aller choisir des produits de qualité qui sont bons pour moi, bons pour la planète, pouvoir donc choisir librement ses quantités. Et on regarde aussi l'emballage, avec quoi on achète et on transporte le produit. Donc on n'est pas juste sur la quantité, on est véritablement sur tout un mode d'achat qui est différent, qui est durable et responsable. Bien, et sur la dimension humaine du vrac, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En quoi le vrac contribue à avoir une responsabilité humaine? Le vrac est plus humain parce qu'en fait, on retrouve une véritable relation de proximité et de discussion avec son vendeur. On discute du produit, comment on le cuisine, avec quoi on l'assaisonne, comment on le conserve. Et donc, on redonne aussi au métier de conseiller vendeur ces véritables lettres de noblesse. Alors, on va peut-être y revenir plus largement en deuxième partie de cette dimension humaine, mais il me semble qu'elle est assez fondamentale pour développer justement cette dynamique de vrac et donner d'autant plus de sens à comment le vrac pourrait aller de pair avec une transition écologique et énergétique au sens large. C'est qui les consommateurs de vrac? Est-ce que c'est uniquement les bobos de la recyclerie? Je vous taquine, mais on peut déjà commencer par poser la question au public. Qui aujourd'hui consomme en vrac? Pas mal, on va prêcher les convaincus alors ce soir. Et on va faire un autre, c'est une fois par semaine. On a un public... 50% environ, on peut dire. Un peu plus même. Hein. En fait, on remarque, et Didier pourra le dire, puisqu'il a les épiceries day by day, mais il n'y a pas de profil type du consommateur vrac. On s'aperçoit que le vrac touche véritablement toute la frange de la population parce que chacun vient y trouver des besoins différents. On n'est pas sur du CSP+, urbain? Non, puisqu'aujourd'hui, les épiceries vrac ne sont pas que à Paris. D'ailleurs, elles sont moins présentes à Paris qu'ailleurs en France. Donc, elles ne sont pas là que pour toucher les urbains. Les épiceries sont présentes dans les centres-villes, mais aussi en zone rurale, en fixe ou en mobile, en itinérant. Donc, on a véritablement tout type de population, de l'étudiant à la personne âgée, la famille nombreuse, le célibataire, effectivement la personne engagée d'un point de vue écologique. Mais voilà, il n'y a pas de profil type. Et qu'est-ce qu'on peut acheter en vrac? Est-ce qu'on peut tout acheter ou il y a encore une offre limitée? Là je fais encore un clin d'œil à la deuxième partie, comment développer le marché, donc l'offre. Qu'est-ce qu'on achète principalement?
en vrac? On n'achète pas encore tout, et on va le voir effectivement dans la deuxième partie, donc je ne vais pas tout dévoiler, mais principalement des produits d'épicerie, donc, qui concernent le petit déjeuner, le déjeuner, l'apéro, le dîner. On commence de plus en plus à trouver des produits d'hygiène, de ménage, de cosmétiques, des produits liquides comme le vinaigre, le vin, l'alcool. Mais on a un certain nombre de produits qui sont souvent des produits frais, qui contiennent de l'eau, qui sont sujets au développement microbien et donc qui sont fragiles. Ces produits-là, aujourd'hui, on ne les trouve pas forcément en vrac. Ainsi que d'autres, mais je vais le dire après, qui sont tout simplement interdits à la vente en vrac. Et avant de parler publiquement, on préparait ensemble un peu cette intervention et vous me confiez que la France était le pionnier en fait en matière de vrac. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est venu justement cet enthousiasme en France? Comment il est né cet enthousiasme? Qui a lancé la première épicerie? Toi? Alors la France est le pays le plus développé en matière de vrac, au moins en Europe. Je dirais presque dans le monde, mais il faudrait peut-être qu'on vérifie nos chiffres. Mais a priori, la France est le pays le plus développé. Donc ça, c'est quand même super encourageant. C'est un premier point. C'est très encourageant. Les magasins bio étaient pionniers en France, avec équipés de rayons vrac. Aujourd'hui, 80% environ, même voire plus, des magasins bio sont équipés d'un rayon vrac. On a également toutes les chaînes traditionnelles qui s'équipent tour à tour d'un rayon vrac, environ 20% du marché, toutes surfaces confondues. Et depuis 2013, je dirais, en France, c'est toi Didier, hein, la première épicerie. Depuis 2013, on a des épiceries, indépendantes. Je m'étais noté 2014 la recharge à Bordeaux, mais 2013 avant Day by Day. C'est okay. Versailles, hein, c'est ça? Non, c'était Meudon, ouais. Non, la toute première épicerie 100% vrac spécialisée, c'est en 2013. C'est en France et c'est Day by Day. Et aujourd'hui, on en compte un peu plus de 180 en France. Super. Didier Henrietta, à votre tour de nous donner un peu votre vision, votre définition du vrac, et peut-être comment ça s'articule avec la démarche zéro déchet ou pas, et comment ça s'articule avec l'offre bio et locale ou pas. Alors pour ce qui est de la définition, je crois que Célia a donné l'essentiel. Évidemment, c'est la quantité à la demande, ça part vraiment de là et on pourra peut-être expliquer pourquoi. Et nous, on a coutume de dire, alors Célia disait avec un emballage réutilisable, nous on dit sans emballage superflu. Voilà, l'emballage peut avoir une fonction, d'ailleurs, s'il n'y avait pas d'emballage du tout, on ne pourrait pas transporter du riz et de la pâte à tartiner dans ses poches, ce serait un peu compliqué en arrivant à la maison. Mais il y a des emballages qui ont une fonction véritable, technique, réutilisable le plus possible. Et puis, il y en a qui sont totalement superflus. Nous, c'est cette définition qu'on a adoptée. Et vous avez un pourcentage à nous dire d'emballage superflu, selon vous, dans la grande distribution traditionnelle, par exemple? Oui, entre 80 et 90%. Ah, donc la marge de progression est énorme. Ouais. Elle est considérable. On peut peu à peu, en impliquant toute la chaîne, en impliquant tout le monde, et on voit ici qu'il y a beaucoup de consommateurs de vrac. Donc forcément, ce sont des gens qui sont déjà impliqués dans le schéma, donc qui viennent la plupart du temps avec leur propre contenant, souple ou rigide. Mais en impliquant tout le monde, on peut vraiment réduire de 80 à 90%. Bien, est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'on sait que le vrac est une composante du zéro déchet, est-ce qu'on peut dire que le vrac est zéro déchet? Ouais, bof. D'abord, zéro déchet, c'est un vœu pieux et c'est très bien parce que c'est un slogan. Donc c'est bien d'avoir des slogans tranchés comme ça existants, mais le seul truc qui soit réellement zéro déchet, c'est le truc qui n'est pas vivant. Après que le déchet puisse être réutilisé, réutilisable, réemployé, etc., c'est autre chose. Mais pas de déchet, ça n'existe pas. Le vrac, néanmoins, va être une composante de cette volonté de réduire considérablement les déchets résiduels, ceux dont on ne saura pas quoi faire à la fin. Parce que dans l'absolu, c'est ça, ceux dont on ne saura pas quoi faire à la fin. Donc évidemment, quand on consomme à partir d'un achat en vrac, on va pouvoir travailler sur cette dimension-là et réduire de plus en plus ces déchets résiduels. Donc c'est un des actes nécessaires pour pouvoir atteindre le Graal du zéro déchet.
Donc on parle beaucoup du consommateur finalement, de chacun d'entre nous qui peut venir avec son petit sac réutilisable gentiment dans une épicerie vrac. Mais qu'est-ce qui se passe avant ? Quel est l'impact du producteur au distributeur ? Parce que finalement pour le transport, on a besoin de palettes, on produit du déchet. Ouais. Oui. Alors il y a plein de niveaux différents. Vous avez pu l'évaluer cet impact ? On commence à bien l'évaluer et puis nous on lance là à partir de janvier une mesure de la réduction totale par rapport à l'équivalent emballé, client par client, sur toute la chaîne. On va faire une estimation et on pourra produire annuellement un résultat de la réalité d'emballage évité par matière entre ce qu'on a mis, nous, sur le marché par rapport à cet achat en vrac ou ce qui aurait été mis sur le marché en équivalent préemballé dans son format standard habituel. Un truc tout con, le paquet de pistaches, le format standard, c'est 180 grammes, donc on va se comparer au paquet de 180 grammes. Puis on va voir combien ça en ferait en équivalent matière par matière. Alors ce qui se passe en amont la plupart du temps, c'est qu'on va enlever tout de suite une couche qui est l'emballage secondaire. Si on prend dans l'ordre, vos pistaches, elles sont dans un petit sachet souple. Le sachet souple, il est dans un carton de regroupement. À partir du moment où vous avez que le carton, vous avez enlevé tous les sachets souples. Ou bien si vous avez qu'un grand sachet de 5 kg, vous avez enlevé le carton. Donc d'emblée, en poids de matière, vous enlevez tout de suite entre 50 et 70%. Immédiatement. Donc ça, c'est le premier point. Après, l'un des freins qu'on va encore trouver de temps en temps, c'est quelle est la matière qui a été utilisée. Et on reviendra sur la problématique de Fanny derrière, qui est importante. Mais quelle est la matière ? Parce que je parle bien de résiduel aussi. C'est ce temps qu'on utilise du carton, autant en économiser le maximum. Mais il faut faire un choix dans les circularités entre la matière et les émissions de carbone. Il faut transporter tout ça quand même, donc il faut faire attention. Mais tant qu'on parle de carton, on parle sur quelque chose qui aura un impact résiduel très faible. Quand on commence à parler de plastique, c'est autre chose. Et on a encore aujourd'hui une vraie limite qui est la capacité de nos fournisseurs à emballer, même par 5 kilos, dans autre chose que du plastique. Pour certains produits, il n'y a pas de vraie solution. On pourra en évoquer certains, même si on travaille sur certaines solutions. Mais pour d'autres produits, il y aurait des solutions. Simplement, ils ne sont pas équipés pour le faire. C'est là où nous, on a décidé d'un modèle économique différent, qui est de vous parliez de local tout à l'heure. Évidemment, si je reporte local au niveau de non-frontières, il n'y a pas de débat. Tout ce qui peut être acheté à l'intérieur des frontières doit être acheté à l'intérieur des frontières. Bon, pour les pistaches d'Iran, ça va être compliqué d'importer l'Iran en France. Il faut les acheter en Iran. Mais tout ce qui peut être produit doit l'être. En revanche, on l'achète, nous, localement, nationalement, sur une plateforme, parce que ça nous permet de prendre des engagements pour 45 magasins, et à 45 magasins, de commencer à faire à nos fournisseurs des investissements de rééquipement, d'évolution de leurs équipements, permettant de passer d'une matière qui n'est pas bénéfique à une matière qui est durable. Donc là aussi, on va avoir cet impact sur la réduction globale de l'emballage résiduel. Bien, et comment êtes-vous venu à faire ce que vous faites en fait ? Qu'est-ce qui vous a réalisé qu'il fallait changer un peu ce marché de la distribution alimentaire ? Mon métier et ma culture. Mon métier, moi, ça fait 30 ans que je fais de la distribution. 30 ans que je vis dans la grande distribution, dedans, en dehors, en conseil, en accompagnement. Et au cours de ces 30 ans, ça n'a pas été uniforme. J'ai vu un véritable délire se mettre en place au cours des 25 dernières années. Si on prend les 100 dernières années, si vous regardez bien les chiffres, sur les 100 dernières années écoulées, on parle beaucoup du plastique qu'on a mis notamment dans la nature depuis 1950. Le délire absolu, c'est les 25 dernières années. Ce délire n'étant à un moment donné, pour tout être conscient, plus supportable, ma culture là est revenue sur le devant en me disant mais qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de tout gâcher. Donc c'est le gaspillage qui vous était insupportable ? Ouais, le gaspillage est insupportable et c'est ça qui est le point de départ. Et parce qu'il est insupportable à 3 titres. Vous avez parlé de valeurs sociales et humaines tout à l'heure. Il est insupportable, juste pour que vous fassiez une petite idée du gaspillage. 30 à 40% de l'alimentation produite au monde va à la poubelle, tous les ans. Au niveau américain, c'est un tout petit chiffre. Il y a une étude qui est sortie ce mois-ci sur le gaspillage alimentaire, l'impact aux États-Unis. C'est une étude américaine, donc ils sont parlés aux États-Unis. 12 millions d'hectares cultivés pour rien. 12 millions d'hectares cultivés pour rien. Au plan mondial, alors vous fermez les yeux 3 secondes, vous imaginez l'Himalaya et vous venez de mesurer le gaspillage alimentaire. Ça, c'est du prélèvement de ressources. C'est intéressant de parler du gaspillage alimentaire de ce point de vue des sols. On parle souvent du point de vue du gaspillage alimentaire, du point de vue
justement du fait de ne pas pouvoir nourrir une partie de la population à Oui. cause de ça, mais c'est vrai que tout Mais ça, est c'est lié, politique. justement. Ça, c'est un problème politique, c'est plus un problème technique. Mmh. Le problème technique, il est sur le prélèvement de la ressource. Et puis le prélèvement de la ressource, plus on gaspille, plus on rachète. Mais comme ils disent dans la pub, et les gens, est-ce qu'ils ont plus d'argent? Ben non, les gens, ils n'ont pas plus d'argent. Donc ils veulent acheter moins cher. Pour acheter moins cher, il y a un moment, ils vont baisser la qualité et intensifier la production. Plus d'intensification de production, c'est plus d'appauvrissement des sols. Engrais, pesticides et tout ce que vous pouvez imaginer, appauvrissement des sols. Et puis, il y a un moment donné, on va arriver sur la problématique sociale. La problématique sociale, elle est assez simple. Vous n'avez toujours pas plus d'argent, mais comme vous jetez plus, vous achetez plus. Comme vous achetez plus avec pas plus d'argent, vous faites baisser le prix. Comme vous faites baisser le prix, vous faites baisser la qualité et vous arrêtez de payer les gens qui fabriquent. Et vous fabriquez l'esclavage. Là, on a un problème social majeur. Puis la troisième dimension, c'est qu'avec les volumes que vous mettez sur le marché pour rien, vous balancez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de plastique dans la nature. Pour rien. C'est ballot. Donc si on pouvait résumer avec 3 grands mots, justement, ces 3 dimensions du gaspillage, qu'est-ce que vous diriez? Un gaspillage environnemental majeur, avec des conséquences qui vont être dramatiques, un gaspillage social majeur, et puis un gaspillage moral pas simple non plus. Fanny Wismara, les déchets, le plastique, on en parlait, ont progressivement, depuis les 25 dernières années, envahi notre quotidien. Le mot est presque faible. C'est quoi votre constat aujourd'hui, votre constat global de la situation liée à notre consommation effrénée de plastique? Là, pour le moment, on a produit depuis 1950 8,3 milliards de tonnes de plastique. 8,3 milliards de tonnes. Ouais. Si vous pouvez parler un peu plus proche. 8,3 milliards de tonnes de plastique. Et le prévisionnel, c'est 13 milliards de tonnes pour 2050. Et selon la fondation Ellen MacArthur, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc ça, c'est à l'horizon 2050. Oui, mais puis même, ça va extrêmement vite. Là, dernièrement, il y a un cétacé qui vient encore de décéder par ingestion directe de plastique, de gobelets, de tongs flottantes. Chaque année, il y a 1 million d'oiseaux qui décèdent liés à l'ingestion de plastique directe. Il y a 100 000 mammifères marins. Et voilà, on est en plein déclin de biodiversité et il est grand temps de réagir et de couper le robinet à la source. Et malheureusement, ce constat, il est dur, mais il est aussi pas facile à cerner, puisque vous parlez beaucoup du coup de ce qui se passe dans les océans. C'est loin de nos yeux, c'est pas palpable. Quel est justement le but de l'association dont vous faites partie, Plastique Attack France? Enfin, c'est palpable même chez nous. Il y a une dernière étude qui est... Pardon. Il y a une étude en Autriche qui a été faite sur 8 volontaires et ils ont retrouvé dans les 8 volontaires, enfin dans les excréments des 8 volontaires, du plastique. Donc l'étude elle est amplement palpable. Là, les stations des boues d'épuration sont complètement saturées de microplastiques du fait des produits cosmétiques, des agents lavants, du fait des vêtements en polystyrène, en polyester. Donc tout ça se retrouve dans les eaux usées, dans les boues d'épuration. Ça, c'est chez nous et on vient les mettre sur les systèmes agricoles, sur les champs pour pouvoir mettre de l'engrais. Donc on est en train de mettre de l'engrais de microplastiques qui vont se retrouver dans les nappes phréatiques. La pollution, elle est absolument visible chez nous. C'est pas loin des yeux, loin du cœur. Et en plus, avec l'import, la consommation de thon, de n'importe quel poisson, vous ingérez tout le temps des microplastiques. C'est un problème qui est global et qui est mondial. Donc, c'est pas loin de nous. On n'a peut-être pas les gyres à côté de nous, mais elle est bien là. Et du coup, parlez-nous de votre initiative Plastique Attack France. C'est quoi? C'est un mouvement? Quelles sont vos actions? Plastic Attack, donc c'est un mouvement citoyen pacifique. En fait, ça a commencé suite à une opération de Tony Mitchell, un militant anglais, qui a voulu mettre en lumière justement la surproduction d'emballages et de plastique, dont il y en a partout. Et il voulait faire une sorte de buzz et ça a très bien marché. Donc ils sont allés avec 25 militants déballer des produits.
pour montrer l'inutilité justement de tous ces emballages. Où est-ce qu'ils ont déballé ces produits? Au Tesco, donc c'est une chaîne, un gros supermarché, une chaîne chez eux. Donc ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu une page Monde globale qui a été créée, auquel j'ai envoyé des messages. Voilà, il y a eu un effet boule de neige et après j'ai pris la gestion francophone et France. Et, bravo. Merci. Et du coup, j'ai vu justement sur les réseaux sociaux que vous aviez fait une opération très récemment. Vous pouvez nous en parler pour qu'on puisse un peu comprendre de quoi il s'agit et peut-être nous donner envie de participer, de sensibiliser sur ces questions de pollution plastique? Alors c'est vrai que là on en est à la 3e édition, il y a eu 2 éditions mondiales et là c'est la 3e nationale. Au début, la première édition c'était un peu dans la même veine justement qu'en Angleterre, donc d'aller acheter des produits pour pouvoir les déballer et montrer justement l'inutilité de tous ces emballages. Dès la 2e opération, c'était un peu différent et là maintenant c'est les personnes qui veulent participer deviennent actives et militantes et donc nous aident finalement à déplastifier les clients. Donc maintenant on n'achète plus rien et juste on fait de la sensibilisation à l'entrée du magasin, on prévient qu'on est là. Et à l'entrée, sortie de caisse, on distribue aussi des sacs. En fait, on leur apprend les bons gestes et les mouvements du vrac. C'est un peu du forcing, mais on leur montre comment faire. On leur transfère justement leurs pattes dans des sacs à vrac et tout ça. Et on leur parle de la pollution plastique et de l'impact sur la santé. Donc généralement, ça fait écho et voilà, c'est bien accueilli, quoi. Peut-être un partenariat intéressant ce soir à tisser entre vous et les autres intervenants. On en parlait un peu. C'est déjà bien parti. Sur la première opération, ils nous ont fait un... Ah, c'est déjà démarré le partenariat. Bon, on va poursuivre les échanges alors et les connexions ce soir avec vous. Célia Renson, le vrac, ça nous enthousiasme. On est les leaders en France, mais ça représente moins d'1% du marché de l'alimentation. Comment aller plus loin? Comment développer ce marché d'un point de vue à la fois des consommateurs que nous sommes? Comment donner envie aux gens d'acheter plus en vrac et de s'investir dans ce mouvement? Mais aussi d'un point de vue de l'offre. Le marché, c'est l'offre et la demande, tout le monde le sait. Comment donner envie à des épiceries de s'investir sur ce marché? Effectivement, on l'a vu, les chiffres sont assez importants en France. On a un nombre croissant d'épiceries qui s'ouvrent assez fort. On est le plus développé. Et pourtant, au niveau de la consommation, on est seulement à 0,5%. Donc, il faut se poser la question, voilà pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un écosystème complet qui soit favorable au développement du vrac. L'écosystème, ça veut dire toute la chaîne, de l'amont à l'aval, donc du producteur, distributeur et consommateur. Il faut qu'on soit tous alignés, qu'on aille tous dans le même sens et que chacun des 3 éléments de la chaîne soit prêt en même temps. Donc ça, on entend rarement ça, une alliance finalement entre ces 3 acteurs. On entend souvent du contre-pouvoir, de consommateurs. On a l'impression qu'il y a une sorte de guéguerre en fait entre ces 3 composantes. Pas dans le vrac. Pas dans le vrac. Bon, vous allez nous dire comment ça fonctionne. On avance tous ensemble et c'est pour ça qu'on a créé Réseau Vrac. C'est pour structurer et accélérer le développement de la vente en vrac. Ça, c'est notre mission aujourd'hui. Alors, parlez-nous de Réseau Vrac. Alors, donc, Réseau Vrac, c'est une association interprofessionnelle que j'ai cofondée avec Didier et d'autres professionnels du secteur en mars 2016. Des professionnels, donc, justement, des fabricants, des producteurs, des fournisseurs, des distributeurs, des magasins, des porteurs de projets, des personnes qui veulent se lancer dans la vente en vrac. Et tous ensemble, on a constitué cette association parce qu'on pense que le vrac, c'est l'avenir, c'est la consommation de demain. Et si on a envie que cette consommation-là explose et soit accessible à tout citoyen français, il fallait qu'on s'organise, qu'on se fédère et qu'on structure ce marché et qu'on l'accompagne dans son développement. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans et demi. Et donc structurer, fabriquer cet écosystème, ça veut dire qu'avant d'aller dire aux consommateurs « consomme en vrac, c'est génial »,
Mais il faut pouvoir préparer tout l'amont. Préparer tout l'amont, ça veut dire apporter au consommateur une offre de produits vrac qui soit de confiance, disponible sur un maximum de produits, que ces produits soient de qualité pour que le consommateur puisse retrouver son panier de courses traditionnel disponible en vrac. Et ça veut dire pouvoir aussi trouver du vrac au plus proche de chez soi. Si vous allez devoir faire 40 km ou ne serait-ce qu'à Paris, aller dans un autre arrondissement, c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir tenir de manière régulière. Surtout pour un Parisien, changer d'arrondissement, c'est très dur. Ouais. Exactement. Il ne faut pas faire plus de 7 minutes à pied pour aller chercher une épicerie de proximité. Donc voilà, donc, pour aller convaincre les consommateurs français de se mettre au vrac, il faut leur faciliter la tâche. Et donc, ça veut dire offrir du vrac de qualité sur un maximum de produits disponibles dans un maximum de points de vente et que tout ça soit de confiance. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc techniquement, comment offrir plus de produits vrac ? Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on incite les fournisseurs à faire du vrac, à non plus faire que des petits paquets de 180 grammes, mais à faire du vrac. Donc ça veut dire aussi peut-être changer des lignes de production, repenser sa manière d'empacter ces produits. Donc là, il y a des investissements qui sont assez lourds de transformation des chaînes de production, une manière de penser, de s'adapter. Ça veut dire lever les freins techniques. On l'a vu au tout début. Un certain nombre de produits aujourd'hui ne sont pas forcément disponibles en vrac. Donc, parce qu'ils sont fragiles, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des machines. Il faut trouver des machines qui permettent de distribuer ces produits en self-service et que l'hygiène soit respectée. On n'a pas envie que le consommateur puisse tomber malade. Et en général, on a une adéquation entre investissement et une adéquation économique qui n'est pas forcément viable aujourd'hui. Didier nous dira peut-être en avant-première ses recherches, mais jusqu'à présent, si vous cherchiez un distributeur de compote en vrac, vous n'en trouviez pas, ou de jus d'orange, parce que soit les machines sont énormes, imposantes. Dans une épicerie de 60 mètres carrés, je vous mets au défi de mettre une grosse machine qui prendrait toute la place du magasin. En plus, elles sont chères, elles sont peut-être pas forcément faciles à entretenir d'un point de vue hygiénique. Donc on n'a pas forcément eu jusqu'à présent une réponse technique et économique viable. Et enfin, le dernier point qu'il faut accompagner pour avoir plus de produits disponibles en vrac, c'est le frein réglementaire. Aujourd'hui, tous les produits ne sont pas disponibles en vrac, soit pour des raisons d'interdiction. On a des lois qui aujourd'hui disent spécifiquement que tel produit est interdit à la vente en vrac. Lesquels produits ? Alors l'huile d'olive, par exemple, ou des produits qui sont non prévus par les cahiers des charges. Les cahiers des charges des produits sous SIQO, ce sont tous les produits de qualité, AOP, IGP, label rouge, qui aujourd'hui, lorsqu'ils ont été constitués, ne prenaient pas en compte le vrac. Donc si demain vous voulez trouver du piment d'Espelette, des noix de Grenoble, du riz de Camargue en vrac, c'est interdit. Vous ne pouvez pas. Donc aujourd'hui, le travail de l'association Réseau Vrac, qui fédère les professionnels, fait du lobbying, travaille point par point avec les organismes de gestion de ces produits, avec les autorités françaises, pour justement aller apporter une solution, trouver une solution pour autoriser la vente de ces produits en vrac. Ah bah, y a du boulot. Voilà, ça c'était sur la partie produit. Bien. En fait, au cas où vous n'aviez pas remarqué, on est entré dans la deuxième partie de plein pied, comment développer le marché du vrac. Et l'autre point, c'était sur les consommateurs. C'est parti pour les consommateurs. Donc là, on a vu qu'on était à la base de notre chaîne de valeur, offrir plus de produits en vrac. Trouver plus de produits, donc trouver du vrac au plus proche de chez soi. Ça veut dire qu'il faut inciter les commerces actuels à ouvrir un rayon vrac ou des commerces 100% vrac, des commerces spécialisés à ouvrir. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par de la formation, puisqu'aujourd'hui, le métier du vrac ne s'improvise pas. C'est un véritable métier qui est compliqué, qui mixe évidemment le métier de commerçant, mais avec toutes les subtilités d'un mode de distribution qui bénéficie de pratiques spécifiques, très réglementées sur l'hygiène
et qui ne bénéficient pas d'un cadre réglementaire très clair. Donc voilà, c'est un véritable métier, il faut se former. Donc c'est pour ça qu'aussi Réseau Vrac a mis en place des formations pour accompagner les porteurs de projets qui souhaitent ouvrir une épicerie vrac. Et à côté de ça, Réseau Vrac tisse tout un réseau avec des partenaires pour aussi aider financièrement ces porteurs de projets à ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, les porteurs de projets ont encore beaucoup de mal à convaincre leurs banques de les accompagner dans l'ouverture d'une épicerie vrac. Donc là encore, Réseau Vrac essaye de mettre en place tout un écosystème favorable à l'émergence de points de vente en vrac. Et pour conclure sur cet écosystème, on a dit donc plus de produits disponibles en vrac, sur un maximum de points de vente au plus proche de chaque citoyen, et que cet écosystème inspire confiance. Parce que souvent aussi, l'un des principaux freins au vrac, c'est la confiance. Est-ce que mon produit va être sain pour moi? Est-ce qu'il va être propre, hygiénique? Et donc là encore, ça passe par de la formation et de la structuration. Réseau Vrac écrit le code des bonnes pratiques réglementaires et d'hygiène de la vente en vrac pour aller normaliser, professionnaliser le vrac et ainsi amener de la confiance et de la sécurité sur la santé des consommateurs. Et quand on aura réussi ce pari, eh bien, on pourra aller démocratiser, évangéliser le vrac facilement et à grande échelle. Beau programme. Je suis sûr que parmi vous, il y a des futurs entrepreneurs avides d'ouvrir des épiceries en vrac. Est-ce que vous avez 3 grands conseils que vous donneriez à un entrepreneur qui souhaite ouvrir une épicerie? Vous avez 1 minute. Alors tout d'abord, lui dire qu'il n'est pas seul, que grâce à Réseau Vrac, en rejoignant l'association, il pourra trouver des confrères, de l'aide, des outils pour amener son projet, que c'est un métier très difficile, qui demande... C'est un bon conseil, qui demande beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté physique et psychologique. En général, ce sont des personnes qui se reconvertissent, donc c'est à la fois un nouveau métier, comme on l'a dit, le métier de commerçant, mais avec la couche du vrac qui rend le métier encore plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de manutention. Et donc, en plus d'être fatigant, parce que ce sont des semaines de 70 heures, vous allez aussi être fatigué physiquement par les manutentions, par le lavage des bacs et des silos, puisque, comme on l'a dit, le vrac requiert beaucoup plus d'hygiène, encore plus qu'un magasin traditionnel. Mais peut-être derrière ce travail, il y a aussi du sens à ouvrir une épicerie en vrac. Mais il y a une récompense, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les épiciers qui ont ouvert sont heureux. La récompense, en fait, de pouvoir changer les modes de consommation, d'avoir des clients enchantés, heureux de pouvoir consommer des produits de qualité qui les remercient, et d'avoir un véritable, on l'a dit, contact humain, connaissance des clients et un vrai rapport de confiance. Donc fatigué mais heureux, rejoignez Réseau Vrac. C'est ça ? Voilà. Didier Onreta, parlez-nous de Day by Day, l'enseigne que vous avez, l'initiative, l'enseigne que vous avez lancée en tant que pionnier. Comment ça fonctionne? Combien de magasins aujourd'hui, etc. Alors c'est une enseigne franchisée. Nous, on a travaillé, Célia parlait tout à l'heure d'écosystème. C'est le point de vue qu'on a eu dès le départ, de se dire si on veut que le vrac fonctionne, il faut construire un écosystème de bout en bout. Quand on a démarré, je vais vous donner un petit aperçu, on a démarré avec 70 références. Pourquoi avec 70 références? Parce que personne ne voulait nous les vendre. C'était relativement simple. Expliquer à un fournisseur qui, depuis 30 ans, il n'y a pas d'enfant, se casse le cul à essayer de construire une marque, à faire des beaux packaging grands comme ça, avec des couches de partout, des couleurs, et à se donner une identité, qu'on va enlever tout ça. Pas joyeux le garçon quand même. Hein. Donc le point de départ a été là. Donc nous, on a dit on va raisonner totalement différemment. On va considérer que l'écosystème, c'est nous. Donc on l'a construit de bout en bout. On a trouvé quelques fournisseurs pour qui la marque n'était pas importante, en tout cas tellement moins importante que la qualité de leurs produits, tellement moins importante, que du coup, ils voulaient mettre leurs produits à disposition des gens dans les meilleures conditions. Donc, ils ont accepté et on a construit cette offre morceau par morceau. On a compris aussi qu'il fallait maîtriser les coûts. Et pour maîtriser les coûts, il faut maîtriser les coûts d'exploitation.
Et maîtriser les coûts d'exploitation, c'est essayer de faire en sorte aussi que les exploitants, et on a 2 épicières avec nous ici, puis j'ai vu Maude quelque part tout à l'heure, qui est en Bretagne et qui est pour le coup pas des Baïdés, mais qui est une formidable exploitante. Maîtriser les coûts d'exploitation, c'était faire en sorte de ne pas rajouter des bras tout le temps. Parce que les prix, eux, ils ne peuvent pas monter. Donc, il faut tenir les marges, et donc, il faut maîtriser ça. Et pour ça, on a mutualisé l'ensemble des outils. On a mutualisé les achats, on a mutualisé la logistique. On a aussi, pour toute l'Île-de-France, mutualisé l'entretien des bacs dont parlait Célia, où on a investi avec un ESAT. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un ESAT. C'est un établissement pour aider les handicapés à s'insérer dans le travail. Donc, c'est un truc assez formidable quand on a des tâches répétitives à faire. On peut beaucoup développer des choses intelligentes avec eux. Donc, on a avec eux fabriqué une usine de lavage et de désinfection de nos contenants, ce qui nous permet de centraliser le lavage, la désinfection, le remplissage des contenants et de soulager les exploitations de cette partie-là, qui, du coup, peuvent passer leurs 70 heures à se consacrer à quoi ? Aux clients, à renseigner les clients. On a enlevé le packaging. Donc, le packaging, c'est eux. Les explications sur d'où ça vient, qui l'a fait, comment ça s'utilise. C'est les commerçants. Ce qui est vachement plus sympa et ça donne aussi une relation sociale plus forte. Donc c'est tout cet écosystème qui a été mis en place. Et puis on est à 44 épiceries ouvertes aujourd'hui, dont une à Bruxelles. On continue à en ouvrir. On a développé depuis 1 an et demi maintenant des nouveaux concepts. Nous, notre vocation, c'est de mettre cette consommation responsable à disposition de tout le monde. Vous avez dit un truc rigolo tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé des bobos. Moi, je ne sais pas très bien ce que c'est. Je n'ai pas encore compris depuis le temps qu'on m'en parle. Parce qu'on m'en parle, mais j'en vois jamais, finalement. Donc, je ne comprends pas. Moi, ce que je comprends, c'est que des gens, il y en a plein, qui sont divers, qui sont nombreux, et que si on veut faire changer les choses, il faut s'adresser à tout le monde. Il faut mettre les solutions à disposition de tout le monde. Donc, le 100% vrac des Baïdés, du fait de l'état du marché, même s'il grandit très vite, ça n'était pour l'instant accessible que pour des villes importantes et denses. Donc on a construit aussi des solutions qui sont diffusées sur des offres plus courtes dans les plus petits villages français. Puis on commence à mettre en place des solutions pour les villes intermédiaires. Alors tout ça sous des marques aussi différentes d'enseignes, que chacun ait sa propre réponse. Mais cet écosystème construit en amont nous permet maintenant, peu à peu, d'adresser tout le monde. Puis on commence à éduquer les grands distributeurs. Les grands distributeurs nous draguent beaucoup. Pourquoi ? On pourrait dire on leur jette la pierre, c'est des grands satans, c'est des salauds, c'est la grande industrie, c'est tout ce qu'on veut. Ouais, mais c'est 75% des courses. Et 50% en hypermarché. Il faut avancer avec eux, selon vous, pour développer le marché. Moi, je veux parler à tout le monde. Donc, où je vais les voir et je les aide à faire bien, parce que je ne vois pas pourquoi je dirais à 75% des gens « Allez, rentre chez ta mère, tu n'as pas le droit de consommer vrac ». Je ne vois pas pourquoi je dirais ça. On n'a pas le temps de raisonner comme ça. L'urgence est suffisamment forte pour qu'on ne puisse pas raisonner comme ça avec cet ostracisme-là. Donc, on commence à les éduquer. Ça ne veut pas dire toujours qu'on fait avec eux, hein. Des fois, simplement, on les éduque, on leur dit comment faire bien. Et comment ça se passe quand vous les éduquez ? Vachement bien, parce qu'on s'adresse à des gens qui sont pas plus idiots que nous. Il y a aussi des renouvellements de génération chez les grands distributeurs, des gens très très bien formés, très conscientisés. J'en rencontre beaucoup. Qu'est-ce que vous entendez par conscientiser, justement Qui se rendent compte qu'on ne peut plus agir n'importe comment et pour n'importe quoi. Et qu'il est temps maintenant, y compris dans ces organisations complexes et de très grand impact, de commencer à corriger les effets. Il y a des effets de bord, ils les corrigent, et ils se disent qu'ils peuvent peut-être, alors ils sont encore jeunes et pleins d'espoir, je leur souhaite de vieillir plein d'espoir aussi, mais que peut-être ils peuvent amener des dimensions nouvelles et correctives. Donc ça, c'est une touche quand même positive de voir que même chez les grands distributeurs, ça bouge finalement. Ouais. Qu'en est-il du point de vue mondial le mois dernier, des épiceries vrac ont aussi ouvertes à Ho Chi Minh, au Vietnam, à Pékin, en Chine. Ça commence petit à petit dans le marché asiatique. Mais partout. Partout. Est-ce que vous pouvez nous dire justement votre vision sur comment développer le vrac ? Le titre de notre partie, c'est plutôt en France, mais sur l'aspect mondial, comment faire bouger les lignes ? Je pense d'abord qu'il faut, comme on le fait avec l'association, partager le savoir. C'est un point clé. Hein. Si on veut faire des progrès, il n'y a pas 36 solutions. Ce qu'on sait, il faut le mettre à disposition des autres et on gagne un cran. Nous, on reçoit... Alors, on n'est pas techniquement encore capable d'adresser tout le monde, mais on reçoit toutes les semaines 2 à 3 mails des pays du monde entier. Mais vous parliez d'Asie, on en a eu d'Afrique, on en a eu d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, on en a d'absolument partout qui nous disent « Ah, je vous ai vu sur Internet, je voudrais ouvrir un magasin comme le vôtre. »
voilà, on ne sait pas forcément comment les adresser, donc on leur dit essayez de copier déjà, en adaptant à votre territoire ce que vous pouvez faire. Si vous venez en France, venez voir et venez papoter un peu avec nous. Puis là, on est en train de réfléchir à un truc qui pourrait se lancer. Je dis ça comme ça, je commence à le poser. Probablement pour la rentrée de septembre 2019, un schéma totalement ouvert qui serait sans doute l'université du vrac, adressé à tous ces pays du monde, mise en place à la maison. Donc ça passe par la communication, l'information auprès du plus grand nombre. Exactement, l'échange, l'information et le partage du savoir, surtout le partage du savoir. Et peut-être aussi un changement culturel profond. On parlait des problématiques d'hygiène. On est actuellement quand même dans une société très hygiéniste. Il y a des représentations à changer. Est-ce que vous avez des grandes idées pour changer ça ? Qu'attend un consommateur de manière générale? Mais quand je dis un consommateur, pardon, j'ai l'impression de prendre de la distance, mais c'est ma pomme. Hein. Vous êtes des consommateurs, je suis un consommateur, nous sommes des consommateurs. C'est bon, on a bien décliné. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? On attend à peu près toujours la même chose une fois qu'on a sélectionné l'identification de son besoin. Le produit, le prix, la praticité. Donc il n'y a pas vraiment de mentalité à faire évoluer ou de paradigme profond à faire changer. Il faut simplement que cette offre vrac et la manière d'être acheminée sur le marché reprennent l'ensemble des avantages produits, prix, praticité qu'on peut apporter dans l'offre préemballée. Qu'est-ce qui a fait le succès du préemballé ? C'est pratique, c'est industrialisable, donc potentiellement moins cher. C'est industrialisable, pratique, safe dans sa production d'origine, donc potentiellement plus hygiénique. C'est pas plus compliqué que ça. Donc à nous de mettre en place les bonnes réponses techniques qui permettent de résoudre ces éléments-là, produits, prix, praticité. Donc vous pensez qu'on peut changer le système de l'intérieur, si je peux résumer ? On ne change les systèmes que de l'intérieur. C'est votre point de vue. Fanny Wismara, comment, selon vous, on peut généraliser justement cette habitude nouvelle de consommation et tourner vers des usages différents, des pratiques différentes de consommation ? Nous, déjà, c'est vrai comme le disait Didier, on officie en supermarché, étant donné que c'est 75% de la consommation. Et c'est vrai que globalement, lors des actions, on voit que 25% sont à peu près au courant du vrac. Le reste, c'est relativement invisible. Donc on tente de donner de la visibilité et d'amener de la connaissance et d'amener vers le vrac. On a un peu un trait d'union entre le vrac et le zéro déchet. Tout plastique, zéro plastique. On tente de créer l'union. Donc vous partagez le point de vue de Didier Henretta sur le fait de justement travailler avec les supermarchés et en profiter de cet espace très fréquenté pour sensibiliser finalement. Nous, c'est vrai qu'on travaille réellement à conscientiser les consommateurs pour qu'ils deviennent consommateurs. Et ensuite, on tente aussi vraiment d'ouvrir un dialogue avec les distributeurs. D'ailleurs, on avait déjà fourni plusieurs éléments de points d'amélioration. Là, on a un rendez-vous pour faire le point, de savoir où ils en sont. Donc, on leur donne des axes pour qu'ils retirent ou qu'ils améliorent certaines choses. Et après, on tente aussi d'ouvrir le dialogue avec les industriels. Là, c'est plus compliqué, mais j'ai quand même été approché par un grand groupe industriel qui prouve qu'ils sont en train de, eux aussi, prendre la conscience du mouvement qui est citoyen, qui est global, mondial, et ils veulent pas rater le coche, en fait. Donc, qu'est-ce que vous leur dites à ces industriels qui sont conscients des problèmes actuels ? Nous, ils m'ont consulté comme citoyenne éclairée, et un peu dans une expertise. Et on leur parle des matériaux, comment éviter justement les produits suremballés. Visiblement, ils seraient quand même assez ouverts pour faire une gamme de vrac sur des choses plutôt fraîches. J'ai pas trop droit d'en parler. Donc voilà, ce qui prouve que ça bouge à tous les niveaux et qu'on va y arriver. Et donc pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le vrac est parfois mal perçu. On a parfois la sensation que c'est peu hygiénique, que c'est réservé justement à une tranche de la population. Est-ce que vous avez des idées pour changer ces représentations ?
Quels sont vos grands discours chez Plastic Attack France? Est-ce que vous avez des petites punchlines comme ça à nous balancer? Ah, des punchlines, ouais. Déjà, je dis que moins il y a de contact humain, plus il y a de pollution. Voilà, je dis que ça coûte moins cher de dire bonjour à la crémière que de repartir avec son truc suremballé. Voilà, le fait qu'un produit, un fromage, une viande soit débité, découpé, même au sein même du magasin, finalement, c'est la même personne qui est en face de vous qui est là, mais elle a découpé plein de barquettes, elle les a mis un peu plus loin, et vous prenez la barquette pour pas lui parler ou parce que ça va vous prendre 2 secondes. Voilà, donc il suffit d'aller le voir. En plus, maintenant, justement, on est en train de faire une sorte de lobbying pour que dans tous les supermarchés, ce soit systématisé, qu'on puisse venir avec les contenants. Donc il suffit d'aller voir les personnes pour pouvoir partir avec son contenant, son fromage. Donc déjà d'éviter toute cette pollution de barquettes polystyrène qui est 0% recyclable. Donc à nouveau, la dimension humaine qu'on a beaucoup évoquée, qui implique aussi la dimension locale, la proximité, qui est bien sûr un peu une clé, qui plus largement fait partie aussi du vivre ensemble, à réapprendre peut-être dans une société qui tend à l'individualisme pour avancer ensemble vers le changement. Oui, mais c'est vraiment ça. On s'est habitué à consommer d'une certaine manière. Et voilà, moins il y a de contact humain, plus il y a de pollution. C'est exactement la même chose que vous voulez rester chez vous et vous faire livrer. Vous avez les petites soupes empaquetées, voilà, plutôt que d'aller le chercher directement ou de manger sur place. Dès que c'est dématérialisé, déshumanisé, forcément, vous générez de la pollution, quoi. Super. Bon, on a beaucoup de chaleur humaine ce soir. Il y a beaucoup de monde qui est venu. C'est à vous. Est-ce que vous avez des idées, des questions, des réactions par rapport à tout ce qui s'est dit? Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je me demandais comment c'était possible, justement, alors que la France est pionnière, qu'il y ait intramuros à Paris seulement 3 Day by Day, par exemple. Comment c'est possible qu'on en soit là alors qu'on est un pays pionnier et que, moi j'ai la sensation que les gens se bougent, mais c'est vrai que quand c'est plus de 10 minutes de chez soi, ça devient hyper compliqué. Il faut vraiment s'organiser, tout le monde travaille énormément. Comment vous voyez le développement de nouveaux peut-être Day by Day à Paris, intramuros, au plus près des citoyens justement? Alors la réponse tient en un mot. Immobilier. C'est exactement aussi compliqué que pour vous de vivre dans plus de 12 mètres carrés. C'est à peu près la même logique. Si j'ai demain, et ce n'est pas mon souhait, la possibilité de multiplier les prix par 3, je vais faire des marges grosses comme moi, je vais pouvoir payer les loyers parisiens. Mais ce n'est pas possible. Il y a un truc vachement important qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut des clients pour faire vivre un commerce, et que, vous l'avez dit, les clients n'aiment pas trop se déplacer, et qu'au-delà d'aller chercher les convaincus, qui sont encore peu nombreux, Célia a donné quelques chiffres tout à l'heure, mais il y a une marge qui devant nous est colossale, il faut aller se mettre au milieu des gens pas convaincus. C'est ça qui est vachement important. Moi, j'aime beaucoup parler à des gens convaincus, c'est très reposant, c'est très sympa, mais c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher les autres. Et ça, c'est les flux marchands, et plus vous êtes dans un flux marchand, plus c'est cher, jusqu'à vous retrouver, si vous êtes vraiment dans un flux marchand, à devoir débourser un droit au bail. Je ne sais pas si ça vous parle. Le droit au bail, c'est du vent. Vous prenez un papier, vous y mettez le feu et hop, il n'y a plus rien. Ça, c'est le droit au bail. C'est-à-dire qu'on vous autorise à louer le local. Vous achetez l'autorisation de louer le local. Pas de mur, pas de ciment, rien. L'autorisation de louer. Et cette autorisation de louer, pour un commerce à peu près correct dans Paris, c'est 350 000 €, 40 mètres carrés, et 40 mètres carrés, vous n'exploitez pas. Donc, entre 350 000 € l'année, comme ça non, fonctionne? Non, vous payez au début 350 000 €, mais après, il faut louer. Entre 70 et 100 000 € par an. D'accord. C'est 40 mètres carrés. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et comme nous, on n'est pas d'accord pour faire ça, parce que ça voudrait dire que tout ce qu'a dit Célia tout à l'heure sur le travail du commerçant, pendant 5 à 7 ans, il va travailler pour 0, parce qu'il faudra qu'il paye ce droit au bail. Donc, travailler 70 heures par mois pour 0 pendant 5 à 7 ans, à part l'esclavage, je ne vois pas très bien de mots pour le qualifier. Moi, j'aime pas trop l'esclavage, vous l'aurez compris. Donc, 70 heures par semaine, c'est quand même costaud.
Non, mais c'est normal. Pour un entrepreneur, il faut bosser. Vous savez, moi, je commence à avoir un peu d'âge et quand les 35 heures, toujours travailler beaucoup, ça m'a amusé, donc j'ai aimé ça. Quand on fait un truc qu'on aime, on travaille. Mais quand les 35 heures sont apparues, avec un copain, on a dit, oh, nous, on aime tellement ça qu'on les fait 2 fois par semaine. Donc, mais c'est pas très grave, ça. Ce qui est important, c'est juste que... Un socialiste doublement convaincu, on appelle exactement, ça. Exactement. Mais c'est pas dur, il suffit de pas regarder la télé. Donc on a du temps après. Mais l'important, c'est ça, c'est qu'on ne trouve pas l'immobilier. Alors, on a quand même, nous, la volonté, on chemine, c'est pour ça qu'il y en a déjà 3, on ne lâche rien, on cherche des lieux. Les candidats, on les a, hein. On a 1000 candidatures par an pour la France. Et on ouvre 15 à 20 magasins. Donc, les candidats, on les a. Mais on veut au moins mettre un DBD par arrondissement. Voilà, ça, c'est sûr. On veut y arriver. J'aimerais vous dire sous 3 mois, mais je vous mentirais, le plus vite possible, au gré de nos capacités à trouver de l'immobilier accessible. Célia Renson voulait ajouter un mot. Oui, il y a aujourd'hui 7 épiceries spécialisées de vente en vrac à Paris. Donc il y a 3 day by day, il y en a 4 autres qui sont des indépendants, 2 dans le 19e, 1 dans le 14e, 1 dans le 10e, et qui sont quasiment tous adhérents de l'association. Et les 2 derniers qui ont ouvert ont pu le faire grâce à l'aide de la ville de Paris, qui s'est allié à un promoteur immobilier pour mettre à disposition des locaux commerciaux à tarif préférentiel. Parce qu'aujourd'hui, voilà, pourquoi il n'y a pas beaucoup de commerce à Paris, c'est parce que les loyers sont chers. Point. J'avais une question au premier rang, il me semble, ici. Non? C'est bon? C'est surtout pour... D'accord. C'est juste comment faire, par exemple, pour ne pas substituer le plastique par des choses qui sont encore pires. Parce que c'est une question, quand on parle de la lutte contre le plastique, il y a pas mal de personnes qui cherchent des substitutions. Et puis, par exemple, j'ai en tête la paille pour boire les boissons. Et il y a des personnes qui ont proposé des pailles en acier et c'est beaucoup plus beau. Il y a celle en bambou aussi. C'était un exemple. C'est comment faire pour ne pas substituer le plastique. Quels sont les substituts intéressants du plastique et comment aller justement vers... Pour le moment, c'est pas hyper viable, effectivement. Enfin, faut pas aller sur utiliser des surfaces agricoles ou des ressources qui seraient pour l'alimentation humaine. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont avec l'amidon, maïs, du manioc, mais tout ça c'est comestible, et sachant qu'on est déjà en train de produire et qu'on est en pénurie, c'est il y a des fausses bonnes idées à éviter. Ça sert à rien de produire quelque chose pour le jeter, surtout que c'est comestible. Après, il y a des choses qui ont été testées avec des noyaux d'olive, d'autres avec des carapaces de crevettes, qui ont l'air plutôt viables. Alors, visiblement, qui sont comestibles aussi, les crevettes. Oui, mais justement, c'est l'industrie en fait qui décortique les crevettes, donc ils récupèrent les carapaces. Donc là, à la limite, pourquoi pas, puisque c'est un déchet industriel. Il y a la même chose avec les Sojasun qui jettent énormément de matière, de trucs de soja, et qui visiblement est un déchet. Donc là, ils le recyclent avec la protéine pour créer un bioplastique. Donc si c'est utilisé, ce qui est le déchet industriel, pour créer quelque chose et éviter de le jeter, pourquoi pas. Après, si c'est pour empiéter sur des surfaces agricoles, là, c'est stupide. Et donc le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. Voilà. Exactement. Merci, bonsoir. Vous disiez, Célia, vous disiez que pour le moment, on ne trouvait pas de riz de Camargue en vrac, mais pourtant, on en trouve en bio, comme les noix de Grenoble. Donc, je voulais savoir... voilà, c'était juste... Alors, comment ça se fait, voilà, puisque moi, j'en trouve en magasin bio. Mais préemballé. Non, en vrac. En vrac, Vous marqué riz de Camargue. Oui, riz de Camargue. C'est interdit. Vous allez chez Biocop, vous avez du riz de Camargue en bio, de la noix de Grenoble en bio. Donc, c'est juste, ma question. Eh ben, ça on a trouvé des mauvais élèves ce soir. Exactement, mais ça fait partie de tout le travail que fait Réseau Vrac, c'est d'aller écrire, comme je disais, le code
qui régit les bonnes pratiques des professionnels de la vente en vrac, donc un code réglementaire et un code des bonnes pratiques d'hygiène. Et aujourd'hui, les personnes, en fait, les professionnels qui ont fait du vrac pendant longtemps ne se sont pas forcément renseignés comme il le fallait sur ce qui était autorisé ou non. Et à partir du moment où on veut développer un marché, un secteur, créer une filière, mais on ne peut pas passer à côté des normes qui régissent en fait les pratiques des professionnels. Et nous, on travaille avec une avocate, avec une hygiéniste, et c'est avec elle qu'on décortique tous les textes de loi ou tous les avertissements qui sont adressés aux magasins par les autorités françaises, parce que les autorités françaises s'intéressent de plus en plus au vrac, contrôlent les magasins, étudient les pratiques et disent ce qui est autorisé ou non. Et aujourd'hui, le riz de Camargue, vous n'avez pas le droit d'écrire riz de Camargue et d'utiliser le logo IGP du riz de Camargue sur du vrac. C'est interdit, c'est hors la loi. Et ils peuvent être sujets d'une amende. On a beaucoup de questions. D'abord par là, je vais en prendre allez, 2, 3 d'un coup. Comme ça, on va avancer. Bonsoir. Alors moi, j'en ai 2 d'un coup. Vous avez parlé de l'huile d'olive qui est interdite en vente en vrac. Est-ce que c'est une interdiction simple et bête presque ou est-ce qu'il y a des raisons particulières? Et j'ai entendu parler qu'on pouvait contourner cette loi. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Et lors de vos conseils pour les porteurs de projets que nous sommes, vous avez dit que ça allait être difficile, mais que c'était porteur de sens. Mais est-ce que quand même c'est viable économiquement si on se restreint, entre guillemets, hors Paris? Alors, l'huile d'olive, c'est une réglementation au niveau européen. C'est une interdiction réglementaire au niveau européen qui interdit la vente en vrac puisqu'elle oblige le vendeur à conditionner l'huile d'olive dans un emballage d'une taille maximum de 5 litres. Donc, en fait, quand on a dit ça, ça veut dire qu'on n'a pas autorisé à la vendre en vrac. Pourquoi? Il n'y a pas de raison officielle. Nous, ce que l'on pense, c'est que c'est un lobbying des producteurs d'huile d'olive, puisqu'en fait, cette interdiction, elle n'existe que pour l'huile d'olive. Elle n'existe pas du tout pour les autres huiles. Et si vous vendez de l'huile, un mélange d'huile qui contient de l'huile d'olive, vous avez le droit. C'est uniquement de l'huile d'olive pure. Et ce qu'a fait Réseau Vrac, c'est que pendant plusieurs mois, nous avons travaillé, discuté avec les autorités françaises pour autoriser, faire reconnaître légalement une pratique qui était pratiquée par les magasins, qui consistait à utiliser un agrément qui existe aujourd'hui. C'est un agrément qui est demandé et donné aux conditionneurs d'huile d'olive. Donc les personnes qui embouteillent les bouteilles d'huile d'olive, aujourd'hui, pour le faire, elles doivent le faire sous un agrément qui est réglementé. Donc je vous passe les détails. Et en fait, on s'est servi de cet agrément pour non pas le donner aux conditionneurs, mais le donner aux magasins, aux commerçants. Donc le magasin peut, en respectant un certain nombre de procédures que notre association a écrit et a fait valider par les autorités, demander cet agrément et en utilisant cet agrément, servir ses consommateurs en quantité à la demande, toujours dans un contenant d'une capacité maximum de 5 litres, en respectant un certain nombre de procédures que je ne vais pas énumérer ici. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à faire. Notre prochain cheval de bataille, ça va être d'essayer de lever cette interdiction au niveau européen. Ouais, il y a du travail, comme on disait tout à l'heure. On va prendre plusieurs questions d'affilée. Et vous allez attendre avant de répondre. Pardon ? Il y avait la viabilité du modèle économique. Oui, aujourd'hui, c'est viable. Ça demande beaucoup de travail. Après, effectivement, il faut bien étudier. Ça marche plutôt pour une personne que pour deux. Mais en fonction des villes, aujourd'hui, on a des très, très beaux succès. D'épiceries à Grenoble ou à Nantes qui embauchent même du personnel et qui ont de forts volumes d'activité. Donc après, c'est un métier de commerçant. Ça dépend de l'emplacement que vous allez choisir, de vous-même et de votre gamme de produits, comment vous allez la constituer, etc. etc. Donc plusieurs questions à la fois. J'en ai qu'une. Ah ouais, ok, ça marche. Bonsoir. Au point de vue industriel, comment vous comptez convaincre ces mêmes industriels qui utilisent le plastique et qui est quand même un système pratique, pas cher, à réduire leurs marges parce que ça reste des entreprises. Leur objectif, c'est de faire de l'argent d'abord. Comment vous allez faire en sorte pour que ils perdent
plus d'argent pour switcher au vrac? Bonsoir. J'ai plusieurs questions en fait et observations. Comme la dame, moi au Biocop, je vois du riz de Camargue en vrac, mais il n'y a pas de logo riz de Camargue, il y a juste marqué riz de Camargue. J'ai aussi un Franprix en bas de chez moi qui fait de l'huile d'olive en vrac. Alors peut-être qu'ils ont un réservoir de 5 litres, comme vous avez dit. Et, je sais pas, et je suis curieux pour quelles raisons on interdit le riz de Camargue. C'est des raisons hygiéniques ou pas? Et surtout, en fait, je voulais savoir votre avis sur l'utilisation de sachets en coton, par exemple, que vend Biocop, plutôt que pour mettre du vrac, plutôt que ou pour mettre des fruits et légumes, plutôt que d'utiliser un sachet en papier à chaque fois, voire un sachet en papier avec une fenêtre en plastique. Voilà. Alors d'abord, la première question sur comment convaincre les industriels. Alors, juste, je rebondis sur ce qui était dit, sur la viabilité. Je confirme que nous, aujourd'hui, toutes les épiceries sont viables et elles le sont en général après quelques mois. Maintenant, ça demande une certaine organisation, un certain travail. Il y a toute la machinerie derrière aussi. Pour ce qui est de l'industriel, vous savez, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Ils regardent leur intérêt. Vous l'avez très bien dit, c'était dans l'énoncé, dans la question. Leur intérêt, c'est d'avoir des clients et d'avoir des clients qui soient rentables. Donc à partir du moment où vous leur proposez de travailler sur des produits de qualité, déjà, vous remontez un peu en valeur ajoutée. Ils sont vachement contents. On recrée avec eux un peu de valeur ajoutée. Si en plus vous essayez de travailler sur des productions rapatriées, on a dit qu'on achetait le plus possible au niveau national, ils peuvent en remettre une couche sur la valeur ajoutée. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à payer un poil plus cher quand c'est une production nationale. Donc on crée de la valeur. Comme vous créez de la valeur, vous créez de la capacité d'investissement. Voilà. Nous, on a décidé de centraliser le modèle parce que lorsqu'on s'engage avec un industriel, on s'engage sur des volumes. On a fait rapatrier cette année la lentille corail en France. Voilà, il n'y en avait quasi plus. Notre producteur de lentilles qui est en Champagne, on lui a dit à un moment donné, écoute Guillaume, nous on en a marre d'acheter de la lentille corail produite au Canada et décortiquée en Turquie pour être vendue en France. On ne comprend pas. On ne comprend pas parce que de la lentille, on peut en produire partout en France. Il n'y a pas de limite. Toutes les régions peuvent faire de la lentille. Puis en plus, la lentille, c'est formidable, il n'y a pas besoin de pesticides, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est pas utile. Donc pourquoi on n'en fait pas? Guillaume, il nous a dit, ouais, mais la lentille corail, c'est mineur sur le marché. Moi, tu comprends, je ne peux pas convertir mes champs comme ça. Ok, il faut en acheter combien pour que tu y passes? Ah, faut que tu me garantisses au moins 10 tonnes sur l'année. Bon, pas de problème, on t'achète tes 10 tonnes. Verdict, il en a lancé 30. On est en train de faire pareil avec les lentilles noires. On est en train de faire pareil avec d'autres produits. Voilà, à partir du moment où vous avez une capacité d'engagement, et je ne parle pas de force de négociation, hein, on a bien compris que je ne parle pas de force de négociation, parce que quand on dit force de négociation, on est déjà dans de l'affrontement. C'est crétin. L'intérêt, c'est une capacité d'engagement pour faire ensemble quelque chose qui soit plus profitable à tous. Donc représentons une capacité d'engagement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc si j'ai bien compris, le mot-clé, c'est la qualité. Ouais. Sur les questions de monsieur liées à la réglementation riz de Camargue, on a déjà répondu, mais on peut peut-être lui répondre sur l'aspect les papiers craft ou plutôt les contenants en sac tissu. Qu'est-ce qui est mieux Alors, en 3 mots, votre question était concise, donc je vais essayer d'être concis. Vous verrez encore marqué riz de Camargue, Célia l'a très bien dit, certains ne respectent pas la réglementation. Vous verrez encore de l'huile d'olive vendue en vrac sans application du protocole, certes un peu long et coûteux, mais en tout état de cause, parce qu'il est long et coûteux, que certains préfèrent ne pas respecter la réglementation. Vous voyez des gens brûler les feux rouges, c'est comme ça. Vous voyez des gens rouler plus vite que la loi ne l'autorise, c'est comme ça. Vous voyez des gens rouler bourrés, c'est comme ça. Donc à un moment donné, il y a la loi, il y a l'autorité, chacun doit faire son travail, mais en tout état de cause, nous, notre rôle en tant qu'association, et moi, mon rôle en tant qu'entrepreneur et tête de réseau, avec la responsabilité que ça veut dire vis-à-vis des commerçants, c'est de fixer le cap. Et dire les règles, elles sont là, et si on veut être crédible vis-à-vis des autorités, crédible vis-à-vis des publics, on a parlé de confiance tout à l'heure, crédible pour faire évoluer les réglementations, crédible pour faire reconnaître un statut de commerçant vrac, alors il faut respecter la loi. Mais après, chacun se positionne. Les sacs, alors il faut le transporter, le produit. À un moment ou à un autre, il faut le transporter. Tous les systèmes ne permettent pas, et je vais te repasser la main sur les matières,
Juste tous les systèmes ne permettent pas de tarer le contenant que vous allez apporter. Après, les matières sur lesquelles c'est fait, oui, je pense que Fanny a des choses à dire là-dessus. Votre question, c'était sur l'impact des sacs en papier craft et sur justement Ceux avec une fenêtre, c'est ça? tous les sacs agriculture biologique, par exemple, qu'on voit dans les magasins Biocoop. Est-ce que l'impact est fort sur l'environnement et quelles sont les alternatives? Celle en craft, ça va, mais bon, on peut l'éviter. Celle avec la fenêtre, forcément, c'est du plastique, donc ça, c'est mieux vaut éviter. Et après, il suffit de prendre les sacs en tissu, que ce soit pour le vrac sec ou les fruits et légumes, et de coller l'étiquette directement dessus, quoi. Les fenêtres sur les sacs, elles sont là pour une raison très très simple. Vous avez une petite idée de pourquoi il y a des fenêtres sur les sacs? C'est parce nous, on n'en a pas besoin, parce que nous, on est dans des magasins où le commerçant, il est à 90 cm du client, donc il voit tout ce qui se passe. Et pourtant, mais néanmoins, quand vous êtes dans des magasins à libre-service de grande taille, où il n'y a pas un humain à côté, il est assez fréquent qu'au fond d'un sac, en dessous la limite de la fenêtre, on trouve des produits très très chers au kilo, et puis au-dessus, visible, des produits pas chers au kilo. À un moment donné, ça rend l'exploitation difficile quand même, de vendre pour 2 € le kilo des produits à 25. C'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que c'est apparu et que ça s'est démultiplié. Célia Renson, vous vouliez ajouter un mot sur ce qu'on disait à propos de Franprix? Oui, c'était juste pour dire que vous trouvez de l'huile d'olive en vrac chez Franprix, c'est normal. Franprix a fait la demande d'agrément et est tout à fait dans les clous au niveau de la loi pour ça. Didier Henretta fait une petite grimace, mais bon, on va passer là-dessus. D'autres questions, au fond, sur le côté? Je vais donner la parole à madame et ensuite à monsieur pour répartir un peu, pour faire jouer l'égalité homme-femme, femme-homme, comme on dit. Bonsoir, merci d'abord. Ensuite, j'ai une question sur la sécurité alimentaire. L'emballage protège les entreprises à partir du moment où il y a un problème après en termes de sécurité alimentaire. Merci, c'est très clair. Didier Henretta. C'est assez simple. À partir du moment... Alors, il y a une note technique du ministère de l'Agriculture datant d'octobre 2015, si ma mémoire est bonne. La date, je ne vous promets pas. Qui précise qu'à partir du moment où le commerçant a donné les indications nécessaires en termes d'adaptabilité des matériaux et de propreté des matériaux employés, la responsabilité est clairement transférée sur le consommateur qui utilise son propre contenant. Malheureusement, pas assez de commerçants le connaissent parce que c'est vrai aussi pour les produits frais. Et il est vrai qu'avant cette note technique, c'était pas très clair et que je ne l'ai pas vu aux 20h de TF1, cette information-là. Donc du coup, elle n'est pas suffisamment diffusée. Un jour. Oui, mais c'est comme tout. On est là pour la diffuser. Ici. Bonsoir et merci. Tout à l'heure, on parlait du développement du vrac, notamment en France. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même réaliser qu'on s'adresse à une partie de la population qui est, on va dire, écologiquement parlant, assez engagée et que cette population est assez peut-être restreinte. Alors ma question, c'est d'ordre plus général, c'est comment peut-on s'adresser à davantage de personnes, sachant que cette consommation est quand même assez contraignante, notamment lorsqu'il faut rapporter ses contenants, etc. Et qu'en face, on a une offre qui est d'une très grande praticité, même si peu écologique. Merci. L'éternelle question de comment développer ces initiatives et parler au plus grand nombre. Est-ce que c'est vraiment plus difficile de se procurer des produits en vrac? Ça, je vous laisse répondre. Alors, il faut sensibiliser, démocratiser. Donc, ça passe par tout ce qu'on a dit, en ouvrant le vrac sur un maximum de produits, le rassurer sur tout ce qui est normes d'hygiène, sur la réglementation, la confiance, le fait qu'il pourra trouver du vrac au plus proche de chez lui. Et c'est aussi 2 travaux que notre association a dans les cartons. Donc, on est en train de rédiger un guide des bonnes pratiques du consommateur vrac pour justement aller accompagner le vrac dans sa transition
vers cette consommation, pour justement démystifier l'achat en vrac, lui expliquer comment s'équiper, comment se comporter en magasin, comment conserver les produits, etc. Parce qu'aujourd'hui, un grand nombre, et même parmi mes amis, me disent « Mais Célia, comment je fais pour mettre au vrac? J'ai envie, mais je ne sais pas quoi faire, comment faire. » Donc on voit qu'aussi, il y a une certaine interrogation là-dessus. Et peut-être à terme, alors peut-être pas en 2019, mais en 2020, créer un festival du vrac pour aussi sortir le vrac des magasins, des épiceries et aller l'amener dans la rue au plus proche des citoyens, au plus proche de ceux qui peut-être n'oseraient pas franchir la porte de magasins spécialisés ou qui ne les verraient pas dans les rayons. Mais c'est le travail aujourd'hui de tous les points de vente qui proposent du vrac, c'est d'aller amener le vrac au plus proche de chaque citoyen. Donc là, on est dans la communication, dans l'information, dans le bouche à oreille. Et la deuxième partie de sa question, c'est comment on convainc ceux qui pensent que c'est plus difficile de se procurer des produits en vrac. Et moi, ma question, c'est est-ce que c'est plus difficile finalement d'acheter en vrac? Est-ce qu'il n'y a pas une logique qui, au final, nous fait gagner du temps? Est-ce que ça nous fait gagner du temps d'être écolo? Alors, pour moi, ça me fait clairement gagner du temps. Moi, j'ai un gros... Alors, je parle de mon cas, mais j'ai un vrai syndrome qui est le problème du choix. Et quand je suis dans un supermarché où j'ai 45 références pour la fonction apéritif, je vais véritablement passer peut-être 15 minutes devant le rayon à tout étudier, comprendre les marques, la provenance, l'origine, le prix au kilo. Aujourd'hui, quand je vais dans une épicerie vrac, ce rayon apéritif est beaucoup plus réduit. Il est réduit en fait aux aliments en fonction de base de l'apéritif dont j'ai besoin. Et du coup, j'économise en fait du temps puisque j'arrive, je dis, je suis dans le rayon apéritif et je prends uniquement ce dont j'ai besoin, qui sont des pistaches, etc. Vous ne parliez pas de Ricard, Martini, tout ça? C'était pas le même rayon. Alors, aujourd'hui, j'étais sur les... pas en ce moment. Justement, je me concentre plus sur la partie nourriture que boisson. J'ai l'impression. Voilà. Mais donc, il y a ce côté-là. Et donc ça, c'était sur la partie, pour moi, ça ne fait pas perdre du temps. Au contraire, on en gagne. Et après, c'est comme tout changement. En fait, comme tout changement, il y a toujours un temps d'adaptation. Demain, vous arrêtez de fumer, ça va vous demander un effort. Tout changement d'habitude demande un effort. Et cet effort supplémentaire, ça va être de se réapproprier le produit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a oublié les quantités qu'on achetait. On ne sait pas ce qu'on achète habituellement. On a peut-être oublié la manière de les cuisiner. Et effectivement, il y a une véritable quand même réappropriation, connaissance du produit qu'il faut avoir avec le vrac et qui peut paraître pour certaines personnes une sorte de frein, de barrière à l'entrée. Et effectivement, il faut la faire. Mais c'est le travail des épiciers vrac de vous accompagner dans cette démarche, de vous conseiller pour justement que cet effort qui n'en paraît un n'en est plus. Et une fois que vous avez intégré cette habitude, vous avez oublié. Ça devient automatique, ça devient un réflexe. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Réseau Vrac, c'est faire en sorte que le vrac soit un véritable réflexe. Changer les habitudes et que le vrac devienne un réflexe de consommation. Alors, on a encore 5 minutes. Il y a beaucoup de mains levées. Mesdames, vous aviez levé les mains au début. Alors, bonjour, je suis moi-même gérante d'une épicerie en vrac chez Day by Day, justement. Vous parliez d'une charte de bonnes pratiques pour les consommateurs. Je crois que vous avez aussi une charte des bonnes pratiques pour les gérants d'épicerie. Est-ce que vous avez un moyen de contrôler que cette charte est bien appliquée chez les différents gérants? Puisque j'ai moi-même très souvent le cas de personnes qui viennent avec, par exemple pour la partie droguerie, leur propre contenant, et qui me disent que soit chez des indépendants, soit chez des grands distributeurs que l'on a cités, qu'on les sert sans problème. Or, ce n'est pas le cas visiblement, puisque la loi interdit toujours cette pratique. Donc, en résumé, est-ce que vous avez un moyen de vérifier auprès de vos adhérents que ces bonnes pratiques sont bien mises en application? Alors, le premier point, au-delà des adhérents, ça va être d'aller éduquer l'ensemble des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les consommateurs qui viennent chez vous avec ces remarques-là sont des consommateurs qui sont chez d'autres enseignes qui ne sont pas forcément adhérentes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le cadre des bonnes pratiques que Réseau Vrac établit, effectivement, aujourd'hui, elle est réservée à ses adhérents qui suivent les formations bonnes pratiques d'hygiène de l'association. Donc effectivement, il faut déjà pouvoir faire ça.
Et aujourd'hui, avoir les moyens, clairement non. Aujourd'hui, l'association n'a pas encore les moyens d'effectuer ces contrôles, tout simplement parce qu'on est une toute petite équipe, hein. On est 3 au quotidien pour faire tout ce qu'on fait jusqu'à présent, et que faire des contrôles, ça a un coût. Et qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que les commerçants seront prêts à supporter ce coût pour s'assurer que les bonnes pratiques d'hygiène sont bien respectées. Ça fait partie des interrogations et on a ce projet-là dans les cartons depuis le début et on va sûrement le remettre sur la table en 2019, la création d'une sorte de label d'hygiène du vrac pour s'assurer justement que ces bonnes pratiques, 1, sont comprises, 2, sont mises en application et respectées de manière à à assurer la confiance des consommateurs sur ce mode de distribution. Tu veux compléter, Didier ? C'est toujours difficile quand on n'est pas mandaté pour faire un contrôle, de faire un contrôle. Pour le coup, moi je crois aussi beaucoup à l'éducation des consommateurs. Il faut qu'on communique tous sur ce qu'est la réglementation, sur ce qu'est la bonne pratique, sur ce qu'est la bonne méthode, et pourquoi il y a des choses qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Et plus on va expliquer aux gens ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, plus ils vont être exigeants avec les professionnels pour qu'ils fassent bien ce qu'on a le droit de faire et puis qu'ils ne fassent pas ce qu'on n'a pas le droit de faire. Oui, je reviens juste sur la problématique de l'huile d'olive, puisque vous avez confirmé que Franprix était dans les clous. Or, il me semble que l'huile d'olive, on peut la vendre en vrac, mais pas en libre-service. Or, chez Franprix, c'est vendu en vrac et en libre-service. Les bouteilles ne sont pas scellées. Donc comment nous, qui respectons la réglementation, on est crédible vis-à-vis de notre clientèle, qui n'arrête pas de nous le reprocher? Elle effectivement... C'est polémique cette question de l'huile d'olive ce soir. C'est très contraignant. C'est pour ça que je vous ai dit que l'idée, c'est vraiment de faire sauter cette interdiction, parce que ce qu'on a réussi à faire pour la France, ça reste ultra contraignant pour les commerçants et pas forcément viable dans la pratique, notamment quand on est dans un magasin plus grand que 60 mètres carrés. Les magasins Franprix ont fait une demande d'agrément qu'ils ont obtenue pour chacun de leurs magasins. Et effectivement, normalement, la personne qui est détentrice de l'agrément doit être la personne qui sert le consommateur. Et ensuite, la bouteille, à la fin de l'acte de conditionnement, doit être scellée par une petite étiquette. Donc, on a fait valider par les autorités qu'on n'était pas obligé d'apposer un seau de cire, mais qu'on pouvait apposer une petite étiquette, doit être faite avec le numéro d'agrément du magasin, etc., etc. Je sais qu'aujourd'hui, le fournisseur qui fournit les magasins Franprix en équipement en huile d'olive est en train de finaliser son système de manière à pouvoir faire en sorte. Mais comme c'est une chaîne de magasins et qu'ils ont aujourd'hui plus de 150 magasins équipés, bah, ça prend un petit peu de temps. Mais on sent qu'ils sont quand même dans la bonne volonté, mais voilà, on voit que ça reste contraignant et pas forcément applicable facilement. D'où l'idée de faire sauter véritablement cette réglementation. Bon, on avait encore des mains levées, mais malheureusement, le temps joue contre nous. On va devoir conclure. Alors, je vais vous laisser avec une toute dernière question. Comment emballer le plus possible de gens, il fallait que je fasse la blague au moins une fois dans la soirée, avec le vrac? 1 minute chacun, et après on poursuit les conversations au bar de la recyclerie. Pour moi, c'est assez simple. Je regarde nos clients. Tous ceux qui sont passés au vrac ne reviennent plus en arrière. Voilà. Je pense que la meilleure conviction, c'est celle-là. Interrogez autour de vous tous ceux qui y sont passés, alors qu'on n'a pas mis 3 jours. Il faut mettre quelques mois. Il faut y aller progressivement, parce qu'un changement d'habitude, c'est progressif. Quand on change tout d'un coup, on ne va pas très loin. Hein. C'est comme si demain matin, je veux courir le 100 mètres en 10 secondes. C'est mort d'avance. Il va falloir que je prenne un peu de temps. Peut-être même en 14 secondes, ça va me prendre quelques années. Puis après, je ne voudrais plus revenir en arrière. Donc là, c'est exactement ça. Nous, on a une quinzaine de milliers de clients par semaine. Et sur ces 15 000 clients par semaine, quand ils sont passés, c'est fini, ils ne reculent plus. Et donc, ils y ont trouvé un bénéfice économique, mais surtout un bénéfice de vie et un bénéfice de sens. Merci beaucoup, Didier Onreta, d'être venu ce soir. Fanny Wismara, pour conclure. Pour nous, c'est vraiment en faisant de la sensibilisation et de la pédagogie, donc voilà, en étant doux et en évitant de les braquer, en leur montrant qu'il y a un intérêt écologique, économique, global. Voilà, c'est vraiment tout le packaging, justement. Nous, on fait tout l'emballage de douceur pour les amener vers donc vous. On emballe en douceur avec
avec Plastique Attaque France. On peut avoir vos informations sur Internet, sur Facebook. Comment on fait pour se connecter avec vous? Là, c'est actuellement sur Facebook, Plastique D'accord. Attaque France. Et, Plastique Attaque France sur Facebook. Ouais, le site est en construction, donc ça va arriver vite. Et puis, il y aura plein de choses à faire pour ceux qui veulent s'engager. Ouais. Merci. Célia Renson, pour conclure. Alors, on l'a beaucoup dit, c'est consommer des produits de qualité, bons pour ma santé, une manière de consommer plus écologique, plus humaine. Je crois qu'effectivement, ne pas faire culpabiliser le consommateur, mais au contraire l'encourager et essayer, c'est l'adopter. Donc voilà. Merci beaucoup Célia Renson d'être venue. Un grand merci à vous d'avoir participé à ce débat aussi activement, d'être venus aussi nombreux à la recyclerie.